Au moins 40 chefs d'État et de gouvernement sont à Paris ce dimanche et ils vont marcher avec les Français pour condamner les tueries de ces derniers jours qui ont fait 20 morts en France, dont 3 terroristes. Le super prix Boni qui récompense le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire a été décerné hier samedi à Yamoussoukro, à Seto Banoro de Fraternité Matin. Et puis le ministre Mamadou Sanogo vient d'effectuer une tournée dans le département de Touba. Il est allé parler aux populations de cohésion sociale et de développement. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Dans le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'avenir de la Terre qui préoccupe les scientifiques. Des bouleversements sont prévus. Les années à venir, l'Afrique de l'Ouest sera touchée avec l'avancée du désert. Par exemple, notre invité, le professeur Abdourahmane Konaré, pour être précis, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, spécialiste en physique de l'atmosphère et du climat. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation et l'entretien, ce sera pour tout à l'heure. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Et commençons ce journal par ces télégrammes que le président de la République Alassane Ouattara a adressé à ses homologues du Nigeria et de la France par rapport aux événements qui se sont déroulés dans ces deux pays. D'abord, le Nigeria, son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris les violences qui viennent une nouvelle fois d'endeuiller le Nigeria, notamment l'attentat à la bombe survenu dans un marché de la ville de Maïdougouri et qui ont fait des milliers de victimes et de nombreux déplacés. Le gouvernement ivoirien déplore ces intolérables pertes en vie humaine et condamne avec la dernière énergie cet acte barbare et injustifié qui vient malheureusement s'ajouter aux autres tragédies du même genre auxquelles le peuple frère du Nigeria fait courageusement face depuis quelques années. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre Excellence et au peuple nigérian tout entier mes sincères condoléances et ma profonde compassion et vous prier de transmettre mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. Mon pays restera aux côtés du Nigeria et de la communauté internationale pour relever le défi du terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui menace le développement et la stabilité de nos pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et maintenant, à son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française. C'est avec une grande tristesse et un profond émoi que j'ai suivi les actes de violence qui ont endeuillé la France depuis l'attentat contre le siège du journal Charlie Hebdo, notamment la lâche prise d'otages qui a occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux blessés, tout en réitérant ma condamnation de ces actes odieux et en renouvelant les condoléances du peuple et du gouvernement ivoirien à votre Excellence, aux familles éplorées et à l'ensemble de la presse française. Je voudrais saluer votre courage et rendre hommage à la détermination et au sang-froid des forces de l'ordre dans le dénouement maîtrisé de ces tristes événements. Au moment où le monde entier se joint au formidable élan de solidarité et d'unité affiché par le peuple français pour la défense des libertés et contre l'intolérance, mon pays s'associe à cette mobilisation. À cet effet, j'ai désigné M. Paul Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, et son Excellence M. Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, pour représenter la Côte d'Ivoire à cette manifestation et marquer ainsi notre solidarité au peuple français. Je tiens à saluer le caractère républicain de cette grande marche qui nous permet
permettra au lendemain de ces actes barbares d'affirmer notre détermination à lutter ensemble contre l'intolérance et l'extrémisme violent et d'appeler à l'union des nations contre le terrorisme. Tout en renouvelant à votre Excellence et au peuple français la profonde compassion de la Côte d'Ivoire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous vous le disions dans nos titres, au moins 40 chefs d'État et de gouvernement sont à Paris ce dimanche. Ils vont marcher avec les Français pour condamner les tueries de ces derniers jours qui ont fait 20 morts en France, dont 3 terroristes. Parmi les leaders attendus, plusieurs sont des Africains. Les présidents maliens Ibrahim Boubacar Keïta, Gabonais Ali Bongo Ndimba, Béninois Boni Yayi, Togolais Faure Gnassingbé, Sénégalais Macky Sall et Nigérien Mahamadou Issoufou. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre de la Défense auprès du président de la République, M. Paul Kofi. Autre titre de cette édition, le Super Prix Boni qui récompense le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire a été décerné hier samedi à Sétou Baoro de Fraternité Matin. C'était en présence de Mme Henriette Konan Bédié, marraine de la cérémonie, et de Mme Foussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, qui a invité les journalistes à plus de professionnalisme et de respect des codes d'éthique et de déontologie. La lauréate du Super Boni 2014, Sétou Baoro a reçu comme lot un véhicule de type 4x4, un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA, 1 million de francs CFA du maire de Yamoussoukro, un trophée et un ordinateur portable. Débuté le mardi 30 décembre avec l'enrôlement du président de la République Alassane Ouattara, l'enrôlement pour la couverture maladie universelle se poursuit. Hier samedi à Daoukro, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, s'est fait enrôler. C'était en présence de Gabriel Zani Emmanuela. Henri Konan Bédié est la deuxième personnalité du pays à se faire enrôler pour la couverture maladie universelle depuis le début de l'opération, le 30 décembre 2014, où s'est fait inscrire le président de la République, Alassane Ouattara. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a reçu ce samedi 10 janvier à sa résidence de Daoukro une équipe technique de la Société nationale d'édition des documents administratifs et d'identification. Après son inscription, Henri Konan Bédié exprime sa satisfaction. J'ai fait mon devoir de citoyen. Je suis très heureux d'avoir accompli mon devoir. La couverture maladie universelle SEMU est une première en Côte d'Ivoire. Le projet a été à plusieurs reprises évoqué puis stoppé. Mais cette fois-ci, le président Henri Konan Bédié est confiant quant à son aboutissement. Sous le gouvernement du président Alassane Ouattara, je crois que le projet est en très bonne voie et va aboutir définitivement. Des félicitations adressées au gouvernement, Henri Konan Bédié invite tous les Ivoiriens à faire comme lui, se faire enrôler. Cette première phase d'enrôlement pour la SEMU concerne les salariés du public et du privé, mais à terme, le projet vise tous les Ivoiriens. Des sites d'enrôlement existent déjà sur l'ensemble du territoire national. Autre information, le ministre de l'Enseignement supérieur Niamey Konan a échangé à son cabinet au plateau avec l'association des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Objectif, trouver des solutions pour un apaisement du climat social dans les universités de Côte d'Ivoire et les grandes écoles. Issaïo Aboussanogo. C'est en vue d'assurer une accalmie pérenne dans les universités et grandes écoles que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Niamey Konan a initié des rencontres avec les partenaires sociaux de son département. Et c'est dans ce cadre qu'il a échangé avec l'association des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre Niamey Konan entend par ce dialogue mettre tout en œuvre pour faire comprendre à tous que l'école est une nécessité. Pour cela, il faudrait que le cours se déroule dans un climat apaisé. Quant aux parents d'élèves et d'étudiants, ils ont apprécié la démarche du ministre Niamey Konan et ont promis jouer leur partition afin de ramener le calme à l'université. L'actualité au niveau de l'enseignement supérieur, c'est évidemment la grève qui est en cours à l'université et au niveau de Cocody. Le ministre nous a appelés pour qu'on puisse se concerter
et puis créer un cadre de concertation permanente pour régler justement les problèmes des universités en Côte d'Ivoire. Et comme il se trouve qu'il y a une grève, nous avons voulu contribuer en essayant de l'aider à décanter la situation. Le ministre Niamey Kouna a promis de ne pas s'arrêter à cette seule rencontre. Les constructions anarchiques inquiètent les architectes de Côte d'Ivoire qui ont décidé de prendre leurs responsabilités pour que cesse le désordre dans le milieu du bâtiment. La suite avec Abou Sanogo. 2014, année d'écroulement d'immeubles dans le district d'Abidjan. Au total, 8 immeubles se sont effondrés dans plusieurs communes. Les causes souvent liées d'une part à la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan, faisant d'énormes dégâts matériels et humains, et au non-respect des normes architecturales dans la construction d'autre part. Une situation que déplore le Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse, la nouvelle présidente de cette organisation, Yolande Doucouré, exprime sa ferme volonté de mettre fin à l'anarchie et au désordre dans l'habitat ivoirien. Vivre décemment dans un logement correct, c'est ça la priorité des architectes. Voilà ces gens qui ont construit. Ils ont mis 200-300 millions et l'immeuble s'est effondré. Ils ont tout perdu. Il aurait pris un peu de son argent, payé un architecte, il ne serait pas dans ces problèmes-là. C'est ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Quand ils viennent vers un architecte, vous avez un bâtiment qui va tenir 50 ans, 100 ans, sans problème. Il faut que chaque habitant de Côte d'Ivoire se dise que moi j'ai un architecte pour moi. L'architecture est une profession d'utilité publique. Nous sommes là pour les populations, pour leur bien-être, pour leur cadre de vie. Dire aux autorités que nous sommes là, nous avons envie de les accompagner pour que chaque Ivoirien soit bien logé, qu'on ait une vision pour émergente de 2020, que chaque Ivoirien ait un toit. Plusieurs actions pour un cadre bâti en Côte d'Ivoire sont à entreprendre par le Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire. La priorité étant accordée à la sensibilisation de la population sur le métier de l'architecture et à la réforme de la délivrance du permis de construire qui devait être obligatoirement signé par un architecte. Le président du conseil régional du Poro a procédé ces derniers jours à l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-économiques dans plusieurs localités. Coût total de ces infrastructures, 465 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. Les populations de Kombolokura et Litiengolo, dans le département de Korogo, expriment leur joie à travers des chants et des danses. Et pour cause, elles ont désormais un pont qui relie leurs deux localités. Pont inauguré par le président du conseil régional de Korogo, Tiemokoyade Koulibaly. Avec cette inauguration, ce sont au total 3 ponts qui sont mis à la disposition des populations. Également, 9 bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux. À l'époque, notre école était cimetière. Aujourd'hui, le président a donné à l'école à Kineka. En tout cas, vraiment, nous sommes très contents, nous sommes fiers. Un centre de santé entièrement équipé. L'avenir de ce centre de santé sera vraiment d'une grande aide pour nous. Parce que généralement, quand on a les cas, surtout quand les enfants sont malades dans la nuit, on ne sait pas quoi faire. Le temps souvent d'atteindre le village voisin, pour ceux qui n'ont pas la chance, ils perdent la vie. Quant aux élèves du collège municipal érigé en lycée, ils ont reçu des ordinateurs. Le conseil régional du Poro a aussi procédé à la pose des premières pierres d'autres infrastructures. Nous avons estimé que notre première mission, c'était d'offrir une chance à chacun des enfants de la région de pouvoir aller à l'école. Nous avons mis en deuxième position la santé. La route précède le développement. Alors nous avons estimé que si il y a des travaux importants de pont à réaliser, il devait effectivement le faire. Les populations ont profité de cette série d'inaugurations pour présenter des doléances, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification et l'érection de certains villages en sous-préfecture. Bien avant ces activités, le conseil régional a tenu sa 3e session. Il en ressort que le budget de l'exercice 2015 a été adopté. Il se lève à un peu plus d'1 milliard 207 millions de francs CFA. Restons dans la région du Poro pour parler cette fois d'agriculture avec la formation des agents du Conseil du coton et de l'anacarde sur de nouvelles techniques agricoles. Thérèse Tapeyoboué. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme de la filière coton en Arcade qui a mis en place un dispositif d'encadrement afin d'améliorer la productivité
et de garantir la durabilité de la culture. Il est prévu que les agents qui doivent former les producteurs sur le terrain soient eux à leur tour formés. Nous avons renforcé la capacité des agents en ADER pour relayer cette bonne pratique-là aux producteurs. 239 encadreurs, dont 150 conseillers agricoles, 68 techniciens spécialisés de l'ANADER, 16 agents du conseil du coton et de l'ANARCAD et 16 partenaires au développement ont pris part à cette formation. Les formateurs ont bien expliqué, nous avons assimilé. Au sortir de là, nous allons bien transmettre ce message aux paysans. On vient d'avoir un projet avec le conseil coton à la CAD. Et pour pouvoir démarrer ce projet-là, il faut que tous les agents soient capacités. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus faire la formation. La création des vergers, l'entretien des plantations, la récolte, le triage, le séchage, les critères de qualité de la noix de cajou sont entre autres les étapes abordées au cours de cette formation dans les champs écoles. À l'ouverture de l'atelier, le directeur régional de l'ANACAD, le représentant du FIRCA et du Conseil coton ANACAD ont invité les participants à être attentifs à cette formation pour un meilleur encadrement des planteurs et pour un bon rendement de la production d'ANACAD. Nous vous le disions dans nos titres, le ministre Mamadou Sanogo vient d'effectuer une tournée dans le département de Touba. Il est allé parler aux populations de cohésion sociale et de développement. Kwasi Mamadou. Reprofilage de routes, réalisation de projets immobiliers, construction et réhabilitation des centres de santé et des écoles, avec à la clé la finition de la grande mosquée de Dioman. Ce sont les principaux défis des cadres et de la population de ce village du département de Touba. Pour relever ce défi, ils s'engagent sur la voie de l'unité, de la cohésion et du vivre ensemble, choses qui leur permettront d'inscrire Dioman sur le sentier de développement. Mais déjà, ils soumettent le projet de développement au ministre Mamadou Sanogo, cadre de la région. Ils souhaitent que le ministre soit leur porte-parole auprès des autorités compétentes pour soutenir leurs efforts. Mamadou Sanogo a rassuré la population de Dioman de la volonté du chef de l'État de contribuer au développement de toutes les localités de la Côte d'Ivoire. D'où la mise en place du programme national de développement qui viendra résoudre tous les problèmes d'infrastructure dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, il faut selon lui que la population se mobilise et continue les prières pour que le chef de l'État achève son programme de développement en 2020. Après Dioman, le ministre Mamadou Sanogo a mis le cap sur Sanakoro, un autre village du département de Touba dans la région du Bafing. Ici également, les questions de développement, de cohésion et de vivre ensemble étaient au menu. Le conflit entre éleveurs et agriculteurs a été également posé. Le ministre Mamadou Sanogo a rassuré la population de la mise en œuvre de nouvelles mesures pour mettre fin à ce fléau qui plombe les efforts de cohésion et de développement. Le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mabri-Touakes, lui est en tournée dans la région du Tonkwich. Il va inaugurer plusieurs ouvrages construits par le Conseil régional du Tonkwich-Fboué, Franck Wadio. Des machines et des diplômes de fin de formation pour une école de couture de Danani. Un don du couple Mabri pour débuter cette tournée dans le département de Danani, puis cap sur Guian-Ouye, où la délégation du conseil régional du Tonkwich, conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Touakes Mabri, procède à la remise des clés d'une école primaire publique de 6 classes entièrement réhabilitée. Elle était dans un état très délabré. Très délabré. Nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'y avait pas de porte, de fenêtre. Direction ensuite Théapleu, inauguration du tout premier collège de 4 classes de la localité. Une réalisation attendue depuis longtemps. Dans le temps, nous avons parcouru 5 à 6 km pour aller à l'école et nos petits frères qui viennent maintenant auront le collège juste à côté. Satisfaction des populations, des défis cependant à relever. La zone de Danané enregistre un fort déficit en enseignants, donc il va falloir jongler. Pour l'année en cours, dans cette partie de la circonscription administrative en termes d'IEP, il y a près de 500 élèves qui vont en 6e. Vous voyez déjà que c'est une demande qui est forte. C'est un collège qui sera appelé à être agrandi. Une visite sur le site de la future résidence du sous-préfet de Théapleu a mis un terme à cette journée dans le département de Danani.
La délégation régionale de l'ADDL, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de San Pedro, vient de faire le bilan de ses activités. Bilan jugé positif avec la réinsertion de 1500 ex-combattants qui mènent des activités génératrices de revenus. Thérèse Tapeyoboué. Ces ex-combattants réintégrés bénéficient de financements qui leur permettent de se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Une visite de terrain a permis de constater qu'ils se constituent en groupement pour exercer. Ainsi, certains se sont mis ensemble pour créer une unité de fabrication de pavés à base de déchets plastiques. D'autres ont choisi l'élevage de poulets. Le préfet de région, Ousmane Koulibaly, est allé constater ce que font ces jeunes. Selon le chef de bureau régional de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, 800 des 2500 ex-combattants ont franchi le cap de la resocialisation et sont en attente. Zoumana Koulibaly soutient que tous seront intégrés avant juin 2015, date butoir de l'opération. Ida Grace Camara, secrétaire générale 2 de préfecture, a saisi l'occasion pour inviter tous ceux qui détiendraient encore des armes à les déposer et à prendre part au processus de réinsertion. Une opération coup de machette dans la cour de la préfecture par des ex-combattants a mis fin à la cérémonie. Un mot de religion dans cette édition. L'église Saint-Louis de Kangandi est devenue une paroisse autonome et cela a été célébré dans l'allégresse, nous dit Thérèse Tapeyoboué. L'église Saint-Louis de Kangandi est désormais une paroisse de plein exercice. Cette annonce de Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, a été accueillie par des acclamations et une forte ovation des fidèles de l'église. En effet, cette annonce vient couronner des efforts entrepris par la population depuis 4 ans et qui ont porté sur la rénovation, l'extension de l'édifice et la construction d'un presbytère, le tout pour un montant de 49 millions de francs CFA. Une occasion saisie par Angama Kessé, président du conseil paroissial, pour remercier tous les donateurs avec une adresse particulière pour Ama Marie Teuya, vice-présidente de l'Assemblée nationale et marraine de la cérémonie. En effet, elle a contribué à hauteur de 20 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement du presbytère. Au cours de la cérémonie eucharistique, Monseigneur Boniface Ziri a invité la communauté catholique de Kangandi à faire de cette nouvelle paroisse un instrument de cohésion sociale et de consolidation des fondements de la famille. Cette nouvelle paroisse, la 9e du département de Bongwanou, couvre les territoires de Kangadi, Aswakro et Nguinou. L'artiste international ivoirien Tiken Jah Fakoly était en concert lundi dernier à Odiéné, un concert gratuit pour échanger avec la jeunesse du Denguélé sur la cohésion sociale, le respect des institutions et l'état de droit. Kwasi Babadou. Deux concerts gratuits en l'espace d'une année. Tiken Jah Fakoly, star du reggae ivoirien, retourne à Odiéné, sur la terre qu'il a vu naître et entamer sa carrière musicale. Cette fois, l'artiste international appelé communément Odiéné, Petit Moussa, est venu parler et communier avec ses frères. Pour l'occasion, ils étaient des milliers de mélomanes à prendre d'assaut le stade Mamadou Koulibaly. Une fierté pour eux de voir jouer leur idole et fils sur sa terre natale. Nous avons à peu près les mêmes idées, la défense de sa communauté, la défense des plus faibles. Un de nos grands frères, fils de la région, qui fait vraiment notre fierté. On est content d'être là ce soir. On a prié pour lui. Dieu merci, il est arrivé au bout où tout le monde souhaitait qu'il arrive. Donc si maintenant qu'il vient pour nous s'amuser, c'est normal qu'on vient. Ticté depuis Boisflé au Djéné, Belema ici. Depuis 7 ans, je suis là pour Tiken Jah. Pendant plus de 2 heures, Tiken Jah Fakoly a joué plus de 20 titres. De Tata à ouvrir les frontières en passant par les matières. Tout a été repris en cœur par le public. Très heureux de retrouver sa vedette. Tiken
Tiken Jah Fakoly a saisi le podium pour interpeller la jeunesse d'Odiné en langue locale et en français sur son attitude, surtout celle adoptée lors des derniers événements qui sont déroulés dans cette ville, courant novembre 2014. Nous ne devons pas nous élever pour aller nous attaquer aux forces de l'ordre. Ce sont les représentants de l'État. Nous n'avons pas le droit de faire ça. La prochaine fois, si nous ne sommes pas contents, ce que nous devons faire, c'est de nous retrouver sur la place publique pour marcher ensemble, pour dire qu'on n'est pas content. Les forces de l'ordre sont là et ils représentent l'autorité. Il a également invité les cadres à l'union et à la solidarité pour contribuer au développement de la région. C'est dans l'unité qu'on peut gagner tous les combats. Odiné a besoin d'unité et je pense que ce sont les cadres qui doivent donner l'exemple. Si les cadres sont ensemble, les citoyens en voyant ça, ils vont se mettre ensemble. Message bien compris par l'ensemble de la population d'Odiné. Nous ne demandons pas à faire du palabre, à faire de quoi que ce soit, mais le message qu'il a lancé est resté bien et bien dans la tête de la jeunesse et dans l'oreille de la jeunesse. Vraiment, union fait la force. Donc on a qu'à se unir, vraiment se mettre d'accord pour développer. C'est désormais une tradition à Odiné. Chaque année, la méga star Tiken Jah Fakoly organise à chaque période du Maoulid ou commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, un concert gratuit pour communier avec ses frères et sœurs du district de Denguélé. Tout à fait autre chose, les enseignants membres du RDR, le Rassemblement des Républicains section Grand Bassam, ont organisé une conférence sur la réconciliation nationale et la paix en Côte d'Ivoire. On en parle avec Ami Sissoko. Un rassemblement des Républicains réconciliés est fort. C'est mon affaire. Tel est le slogan qui s'est donné désormais la section maritime du Rassemblement des enseignants républicains RER dans la région du Sud Komoué. Ils viennent de se réunir dans la ville historique de Grand Bassam. Objectif, faire barrière à tout esprit de haine, de division et surtout pour mobiliser les militants de base afin d'aller en rang serré à l'échéance présidentielle prochaine. Nous avons estimé qu'il était intéressant pour nous, enseignants, qui sommes, n'est-ce pas, les éclaireurs, de poser des actes en vue, n'est-ce pas, de rétablir la situation, l'harmonie entre les différents militants de Grand Bassam. Un esprit de cohésion qu'il faut entretenir selon les cadres du parti. C'est la volonté ferme manifestée par les militants, par la base de notre parti, d'aller à la réconciliation et de voir les cadres unis pour mieux servir les intérêts du parti, pour mieux servir les intérêts de celui que nous avons porté à la magistrature suprême. Je suis venu sur la pression de la base surtout, qui souhaite que la réconciliation soit au sommet du RDR à Grand Bassam. Et sur l'initiative du Rassemblement des enseignants républicains, je suis venu donc formaliser cette réconciliation entre les dirigeants du RDR de Grand Bassam. La réconciliation scellée, le RDR et les enseignants républicains dans le Sud Komoué se disent prêts comme un seul homme pour la réélection du président Alassane Ouattara cette année. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Mohamedine Guénad, a été reçu autour d'un dîner d'adieu par le gouvernement ivoirien. Frédéric Oulaï, Alexis Ouedraogo. Il aura passé 5 ans auprès de la République de Côte d'Ivoire. Janvier 2010, janvier 2015. Le diplomate algérien en fin de mission en Côte d'Ivoire a été reçu lors du dîner organisé en son honneur. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a traduit toute sa reconnaissance et celle du pays. Il est important de le rappeler. La Côte d'Ivoire et l'Algérie entretiennent d'excellentes relations politiques et diplomatiques depuis leurs indépendances respectives et depuis l'établissement des relations diplomatiques le 14 juillet 1964. Pour renforcer davantage cette coopération, les deux pays ont signé un certain nombre d'accords, dont celui portant création d'une grande commission mixte de coopération à Alger en avril 1981 avec la tenue de la deuxième session, ici même à Abidjan, en 1996. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rendu un vibrant hommage à l'ambassadeur.
Son Excellence Boumediene Nguema a exprimé son attachement à la Côte d'Ivoire. Il a salué l'hospitalité que les Ivoiriens lui ont réservée durant son séjour. Il a aussi salué les efforts du président Alassane Ouattara pour son leadership en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur a été élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre du Mérite national. En m'élevant à la dignité de commandeur de l'Ordre du Mérite national de la République de Côte d'Ivoire, au nom du premier magistrat du second pays frère, je mesure l'importance de l'estime et de la considération dont la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens me comblent. De même que j'ai pleinement conscience que c'est l'Algérie, son peuple, son président, son gouvernement, qui sont honorés à travers ma modeste personne. Le thème du magazine de ce dimanche est l'avenir de la Terre. Pour en parler, nous recevons le professeur Abdourahmane Konaré, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur, vous êtes également spécialiste en physique de l'atmosphère et du climat. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Patricia Omou-Etia sur la quinzaine internationale de la science et des technologies avec pour thème l'avenir de la Terre, qui est également le thème de ce magazine de ce dimanche. La cérémonie d'ouverture de cette quinzaine s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Regardez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert les travaux de la deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Il souhaite que les matières scientifiques suscitent davantage d'intérêt auprès des élèves du premier et second cycle. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a également évoqué l'intérêt que porte la Côte d'Ivoire pour l'évolution et le développement de la science et de la recherche. Nous sommes tous comptables de la vitesse à laquelle notre recherche va. Et comme vous le savez, les présidents des pays africains se sont rencontrés à l'Union africaine, à l'OUA, et avaient décidé de consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. 1% du PIB en Côte d'Ivoire, ça fait 150 milliards au taux actuel. Les chercheurs ont besoin de ça. Exposition, conférences, ateliers pédagogiques. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie, c'est surtout une opportunité pour les jeunes de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien. La biodiversité, c'est ce qui nous entoure et c'est ce qui permet qu'on ait un environnement dans lequel on peut vivre correctement pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre dans la nature. Et le but de la quinzaine, c'est d'ouvrir la science donc, au public. C'est-à-dire en 2 semaines d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la science et de montrer ce que les scientifiques font. Et cette visite spécifique avec les élèves, ça s'appelle donc la biodiversité expliquée aux enfants. Donc c'est une des étapes donc, de cette quinzaine. C'est également des expositions au jardin botanique de Cocody et des conférences sur le changement climatique. Il y a 2 choses qui sont importantes. C'est que quand on explique le changement climatique aux enfants, on leur permet aussi de comprendre les comportements environnementaux. Les enfants d'aujourd'hui que nous arrivons à former sur ces conséquences sont des adultes responsables pour demain. Ce sont aussi des personnes qui vont rentrer à la maison et qui vont aussi parler avec leurs parents et qui vont nous aider tous à changer de comportement de telle sorte qu'on soit plus respectueux de notre environnement. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie fait partie des stratégies pour réussir le passage vers une nouvelle dynamique scientifique basée sur la formation et le savoir. Professeur, Patricia Omou-Etia a parlé de changement climatique. Dites-nous comment vous voyez l'avenir de la Terre avec les tremblements de terre, les volcans, la mer qui gagne du terrain et le désert qui avance. Bien, je vous remercie. Il faut donc distinguer 2 étapes, le court terme, le moyen et le long terme. Pour le court terme, malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Parce que nous allons donc subir de façon inéluctable les actions et les politiques qui ont été donc menées pendant le XXe siècle. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de nous adapter.
et c'est de renforcer notre résilience, faire en sorte que nous puissions être capables d'absorber les chocs qui viennent. Donc, pour le moyen et le long terme, en revanche, il serait donc important de s'asseoir et de se poser la question de savoir quel est l'avenir que nous souhaitons pour la Terre. C'est une question essentielle pour laquelle une réponse doit être trouvée. Sachant ce que nous voulons dans 40 ans, dans 100 ans, nous allons donc prendre les dispositions pour que les politiques que nous allons mener à partir de maintenant puissent nous permettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que la Terre soit ce que nous voulons dans 40 ou 100 ans. Alors, pour ça, vous avez parlé de court terme. À court terme, qu'est-ce qui peut se passer? Justement, on a déjà commencé à l'observer. Depuis 1960, le nombre de catastrophes d'origine hydrométéorologique a été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'inondations, les sécheresses sont de plus en plus longues, et il y a également beaucoup de phénomènes de feux de brousse. Alors, donc voici un ensemble, n'est-ce pas, d'événements, de catastrophes d'origine hydrométéorologique qui ne font que s'exacerber. Cette tendance va se poursuivre. Les experts du GIEC, qui est donc le groupe international des experts sur le climat au niveau donc mondial, sont formels. Alors, nous allons donc subir également l'élévation du niveau de la mer, les températures se chauffant, avec tout ce que cela va donc poser comme problème d'érosion côtière. Voilà, nous savons ce qui va arriver. Mais nous ne pouvons pas faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est ce que je voulais donc dire. Ce qu'on doit faire, c'est donc, sachant que ça vient, comment se préparer pour faire face. Justement, que faire? Des options d'adaptation. Pour chaque type de catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la catastrophe, c'est quoi? Elle se manifeste par un vecteur. Ça peut être l'inondation, par exemple. En ce moment-là, il est important de savoir quelles sont les zones qui vont être inondées. Et donc là, c'est la modélisation, c'est la prévision. Donc développer notre capacité de modélisation et de prévision des catastrophes, c'est important. Ensuite, quelles sont parmi ces zones-là les plus vulnérables, les plus exposées? En ce moment, orienter nos efforts vers ces zones. Vous voyez donc, ensuite, quelles sont les populations les plus vulnérables? Quels sont les écosystèmes les plus vulnérables, et de façon à ce que nous puissions renforcer les capacités à faire face à ce choc. Donc il faudra sensibiliser ces populations? Bien entendu. Les informer? Les sensibiliser, les former. C'est pour cela que cette quinzaine était donc venue à point nommé. Au fond, il s'agit donc d'éduquer les jeunes dès le bas âge pour qu'ils puissent aimer la science, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Oui, alors très bien. Pour sensibiliser, vous allez le faire vous-même d'abord et également faire cette sensibilisation avec les journalistes, naturellement. Bien entendu. Avec les médias. Les acteurs qui sont impliqués pour ces sensibilisations sont nombreux. Il y a d'abord, c'est vrai, le secteur éducatif. Il faudrait bien que les gens commencent à aimer la science depuis le bas âge. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est depuis le bas âge. Ensuite, au primaire, au secondaire et au supérieur. Il y a également le fait que parmi les acteurs, il y a les parents. À la maison, il serait important quand même que les parents puissent essayer de mettre à la disposition des enfants des ouvrages scientifiques, des revues scientifiques. Et qu'à la télévision également, on puisse, n'est-ce pas, faire en sorte que les choix soient orientés vers les magazines scientifiques. Nous pouvons également dire qu'il y a les médias, c'est-à-dire, c'est très important. Nous souhaitons vraiment que vous puissiez faire en sorte qu'il y ait des émissions sur les sciences et que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, coproduire les émissions scientifiques. Et puis enfin, il y a également les maires, on nous dit, mettre à la disposition des jeunes dans les quartiers, n'est-ce pas, un certain nombre de bibliothèques, un certain nombre, les centres culturels ne sont pas uniquement pour, excusez-moi l'expression, les concerts, un certain nombre de choses, mais que ce soit aussi des sites ou des endroits où il y a des événements scientifiques, n'est-ce pas, qui se produisent. Alors, vous voulez inviter la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine à aimer la science. Parlons de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que les jeunes Ivoiriens n'aiment pas les sciences? En tout cas, le constat est clair. Il y a une désaffection pour la science. De plus en plus de jeunes s'orientent vers des disciplines qui ne sont pas des disciplines scientifiques. Mais ce n'est pas parce que ces jeunes n'aiment pas la science, parce que
souvent ce sont les parents qui les y poussent. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes, quand on leur fait parvenir la science, ils adhèrent tout de suite. Lors de la quinzaine, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire et nous nous sommes rendus compte quel était vraiment leur engouement, leur enthousiasme, n'est-ce pas, à venir toucher du doigt les phénomènes scientifiques. Mais c'est souvent les parents qui orientent les enfants. Et nous voyons souvent, malgré nous, n'est-ce pas, on voit souvent les jeunes qui, bien que pétris de talent, ce sont donc des jeunes qui s'orientent avec des bacs C vers des disciplines qui sont très loin d'être des disciplines de la science. Il faut donc investir cette tendance. Comment faire pour emmener cette jeunesse ivoirienne à aimer les sciences? Et justement, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas un coup de foudre. Il faudrait que l'éducation, dès le bas âge, prenne en compte les questions de la science. Il faudrait que les jeunes soient stimulés par la science. Donc ce sont un certain nombre de choses. Il faudrait également qu'au niveau donc, de la télévision, n'est-ce pas, et des médias, que nous puissions obtenir un certain nombre, n'est-ce pas, d'émissions télé, n'est-ce pas, orientées science. Très bien, professeur. Vous êtes du ministère de la Recherche scientifique. Alors, quelle est votre collaboration avec les universités de Côte d'Ivoire et les grandes écoles? Les universités sont des structures sous tutelle, donc nous appuyons sur elles. D'abord, il faut savoir que les universités nationales de Côte d'Ivoire produisent plus de 70% de la production scientifique de Côte d'Ivoire. Donc forcément, en matière de recherche scientifique, nous sommes donc obligés donc, de travailler ensemble. Alors, il y a également le fait que, pour cette quinzaine par exemple, nous avons commencé à l'université Félix Faure-Boigny, nous sommes passés à l'université de Galoa, nous sommes ensuite allés à l'université Pelfrero-Gougon-Coulibaly à Korogo. Donc les universités sont donc partie prenante de notre dispositif. Et elles ont donc contribué à l'élaboration de notre politique nationale de recherche scientifique qui donc attend que les moyens soient trouvés pour être mis en œuvre. Alors, professeur, justement, au niveau de ces universités, il y a des recherches qui sont menées, il y a des résultats. Qu'est-ce que vous en faites? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats. Beaucoup aussi sont dans les tiroirs, comme on le dit. Mais cela dû au manque de moyens. Mais vous savez, il fut un moment où on parlait du miracle économique de la Côte d'Ivoire. C'était pendant les années 70-80. Ce miracle économique de la Côte d'Ivoire était reposé essentiellement sur un secteur de l'agriculture, qui lui-même a eu son épanouissement et son développement grâce à la science. Voici le seul moment où on a eu confiance en la science. On a investi au niveau de la science, on a vu les résultats. Donc la Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir expérimenté ce que la science et la recherche scientifique peuvent apporter à un développement. Il faut donc que nous puissions donc continuer. Il faut trouver les moyens. Vous savez, les résultats doivent être valorisés. Il y a une direction de la valorisation de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur qui est maintenant en train de mettre en place un réseau de bureaux de valorisation dans nos structures universitaires et dans le centre de recherche. Il y a l'université Félix Faure-Boigny qui dispose également d'un pôle scientifique et d'innovation et qui a un centre international sur l'incubation pour faire en sorte que les résultats de recherche deviennent désormais des opportunités d'affaires et puissent aider à la croissance et stimuler donc, notre économie. Alors, professeur, il y a de cela quelques années, on entendait sur RTI, sur la RTI, à la radio comme à la télévision, l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la science. Est-ce que c'est ce slogan qu'il faudra retrouver maintenant? C'est ce que je voudrais dire. Au moment où on l'a dit, nous avons vu tout de suite l'impact sur le développement de la Côte d'Ivoire. En ce moment, la part du PIB allouée à la recherche scientifique dépassait 1%. Et nous avons vu les résultats. Aujourd'hui, et actuellement, c'est moins de 0,4%. Et c'est là parce qu'on prend en compte les salaires. Alors que quand même la communauté internationale est unanime pour dire que les efforts en matière de recherche, concernant la matière de recherche, conduisent inéluctablement au développement. S'il y a quelque chose qui est clair et net, c'est que le développement d'un pays est proportionnel à l'investissement à la recherche scientifique. Donc il vous faut plus de moyens. Absolument, il nous faut plus de moyens. Aujourd'hui, vraiment, nous avons élaboré un certain nombre de programmes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ils sont disposés, ils sont là. Toute la communauté scientifique de Côte d'Ivoire en attend que ces moyens pour les mettre en œuvre. On ne demande pas beaucoup au niveau de la recherche scientifique. 1% seulement suffit. Le ministre l'a dit, et c'est ce que nous espérons attendre.
Alors, professeur, vous disiez tout à l'heure, dans 40 ans, dans 80 ans, il y aura des catastrophes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ce qui nous concerne, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, les scénarios, n'est-ce pas, qui proviennent donc de ce GIEC-là, ce groupe international des experts sur le climat, dit que dans 40 ans, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y aura une prédominance de la sécheresse sur une vaste partie du territoire. Pour le nord, c'est-à-dire que la sécheresse va donc vraiment venir jusqu'au niveau du littoral. Il n'y a que des poches extrêmes du côté de Tabou et du côté de Adjaké qui vont donc résister. Mais en même temps, il y aura une élévation au niveau de la mer, puisque la température au niveau de la Côte d'Ivoire va donc s'accroître. Et nous allons avoir au niveau de Bouna jusqu'à Dembokoro la zone où l'augmentation relative des températures sera donc la plus élevée de toute l'Afrique de l'Ouest. Il fait déjà très chaud à Dembokoro. Mais justement, et donc, cela va donc s'accentuer. Voilà donc un certain nombre de choses. Et tout cela est donc en lien avec les phénomènes de feu de brousse. Il y a également l'élévation du niveau de la mer, puisque la température globale va donc monter. Avec la dilatation des océans, on va donc avoir une augmentation du niveau de la mer. Et ça, je crois qu'avec les infrastructures économiques que nous avons au bord du littoral, ça peut être vraiment un danger. Professeur, nous arrivons à la fin de cet entretien. Un mot d'espoir quand même face à ces catastrophes qui arrivent, qui sont prévues dans 40 ans, dans 100 ans, surtout pour les générations à venir. Bien. Bon. Au niveau national, allez-y. Au niveau national, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'a dit récemment lors du prix de la recherche. L'année 2015 sera donc l'année de la recherche scientifique. C'est déjà un signe d'espoir. Il y a également au niveau international le fait que en 2015 à Paris, il y aura certainement ce qu'on appelle le sommet de la Terre. 2015, c'est donc une étape importante pour que nous puissions voir si les différents États vont donc s'engager à faire en sorte que l'objectif de maintenir, de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius sera donc atteint. Ce sont donc un certain nombre d'espoirs et nous comptons sur la communauté scientifique ivoirienne qui déjà par un certain nombre de programmes mineurs peut-être, mais déjà il y a un programme qu'on appelle Visimet, Vigilance météorologique à l'Université Félix-Frogon, un programme RIVA, risque hydrométéorologique dans les villes africaines à l'Université Félix-Frogon. Il y a un certain nombre de dispositions de cette nature, mais il faut doter la recherche scientifique des moyens qu'il faut. Merci. Ce sera votre mot de la fin, professeur Abdourahmane Konaré. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Sachez que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour la semaine prochaine. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront de la partie. Ces éléphants s'entraînent rigoureusement. Ils vont même livrer un match contre le Nigeria. Fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.